القصة هي قصة الحياة السياسية. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, le gouvernement libanais approuve un plan pour mettre fin à la crise des déchets qui a provoqué d'importantes manifestations aux accents politiques durant plus d'un mois. Le juge d'instruction de Beyrouth requiert la peine de mort contre Tarek Yatim, le meurtrier de Georges Rif, poignardé en juillet dernier dans la région de Gemaizeh. 25 cas d'asphyxie enregistrés ce jeudi au Liban Sud, conséquence de la tempête de sable qui frappe le pays depuis lundi. Une tempête qui a déjà fait 5 morts. Et la découverte d'un nouveau genre humain en Afrique du Sud, de l'Homo naledi. Il s'agirait de nos lointains cousins, découverte majeure dans la quête des origines de l'humanité telle que nous la connaissons. Après un mois de tension, le gouvernement libanais a réussi hier soir à se mettre d'accord pour régler la crise des déchets. Lors d'une réunion d'urgence du gouvernement convoquée par le Premier ministre Tamam Salam, le cabinet a mis au point un accord qui octroie la responsabilité de la gestion des déchets aux municipalités et annonce l'ouverture de 2 nouvelles décharges dans le pays. L'entassement des ordures dans les rues de la capitale et de sa banlieue avait provoqué une vague de manifestations. Sandrine Gomez. Au centre de la table, le Premier ministre Tamam Salam. Cette fois, après plusieurs appels à l'ordre ces dernières semaines, son gouvernement l'a suivi. À l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres, l'État libanais annonce avoir trouvé une solution à la crise des poubelles. Le plan proposé remplit les conditions exigées et met en place un partenariat. Le gouvernement s'est mis d'accord sur une solution environnementale, soutenable et sûre pour sortir de la crise des poubelles. La gestion des déchets à Beyrouth, interrompue depuis la mi-juillet, après la fermeture de la principale décharge du pays, a été finalement confiée aux municipalités. De nouvelles décharges doivent aussi voir le jour. De quoi satisfaire en partie les revendications de ces Libanais, encore très remontés ce mercredi devant le Parlement. Ce qu'on réclame, c'est des services de base, comme l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation gratuite. On demande à tous ces politiques de partir. On veut élire un nouveau Parlement. Celui-ci est illégal et a dépassé son mandat. Il ne représente pas le peuple libanais. Des Libanais qui réclament un meilleur fonctionnement de tous les services publics et le départ de ceux qui les gouvernent. Incapables depuis plus d'1 an d'élire un nouveau président pour le Liban. Mercredi dernier, la 28e réunion du Parlement pour élire le chef de l'État a une nouvelle fois viré au fiasco. Depuis la mi-juillet, la paralysie de la crise des ordures était devenue le symbole de cette paralysie politique, loin celle-là d'être résolue. Tarek Yatim, condamné à la peine de mort, une peine requise par le juge d'instruction de Beyrouth, Georges Rif, à l'encontre du meurtrier de Georges Rif, déjà impliqué dans plusieurs incidents violents par le passé. Tarek Yatim avait poignardé sa victime en juillet dernier dans la région de Gemaizeh à Beyrouth, comme vous le voyez sur ces images, et ce suite à une altercation pour une priorité de passage. Lina Haïdar, qui conduisait le véhicule à bord duquel se trouvait l'assassin, écope, elle, d'une peine de 2 ans de prison pour avoir aidé le meurtrier à fuir et l'avoir hébergé. Je vous le disais en titre, 25 cas d'asphyxie ont été enregistrés ce jeudi au Liban Sud en raison de la tempête de sable qui frappe le pays depuis lundi. Les victimes, des réfugiés palestiniens des camps de Miyeh et de Ain el-Helweh. Au total, 5 personnes sont décédées et plus de 1000 cas d'asphyxie ont été enregistrés depuis le début de la tempête venue du nord de l'Irak. Elle devrait toutefois se dissiper dans les prochaines heures. Dans le reste de l'actualité, la France veut soulager l'Allemagne et s'apprête à accueillir 1000 réfugiés ayant obtenu le statut de réfugiés. Un premier groupe de 200 personnes est arrivé hier à Paris. Les explications de Marc Pop. Ils sont fatigués, mais souriants. Pour ces migrants irakiens et syriens, la nuit a été longue. Les 200 premiers réfugiés que la France a décidé d'accueillir sont partis la veille de Munich en Allemagne. Tout juste le temps de réviser quelques mots de français.
Et 11 heures plus tard, ils peuvent enfin fouler le sol français. Nous sommes très fatigués. Nous avons besoin de nous reposer. Mais être ici, c'est vraiment très bien, car en Macédoine et en Serbie, nous n'avions pas d'eau, pas de nourriture. Dans mes rêves, j'imaginais la France comme ça, avec de très belles villes, et avec des gens charmants et respectueux. Tous les réfugiés sont arrivés en banlieue parisienne, une partie à Champagne-sur-Seine, l'autre à Cergy-Pontoise. Dès leur descente du bus, ces hommes, femmes et enfants sont pris en charge par la Croix-Rouge qui leur distribue du café et quelques friandises avant de les guider vers leur chambre. Les réfugiés sont ensuite dirigés vers le Secours catholique qui leur distribue des habits, puis devant un médecin. On n'a pas d'informations sur leur état psychologique, donc c'est évaluer, repérer s'il y a des troubles aigus qui représentent une urgence pour lesquels il faudra mettre en place des soins immédiats, mais aussi prendre un premier contact pour permettre après, puisqu'on sait souvent le traumatisme, s'il y a effectivement, va avoir un impact, en tout cas va se révéler secondairement. Les réfugiés de Cergy-Pontoise devraient rester 6 à 8 semaines dans ce centre. Tous doivent à présent entamer les procédures pour demander le statut de réfugié politique. Dans les jours qui viennent, 800 autres migrants doivent arriver en France. Face à l'afflux de réfugiés, on a vu ces derniers jours certains pays grincer des dents. C'est le cas notamment du Danemark qui a fermé hier ses liaisons ferroviaires entre l'Allemagne et la Suède. Christophe Dansette nous en dit plus. Retranchés dans ce train, ces migrants refusent de sortir. Finalement, après plusieurs heures de négociations, certains finissent par céder aux ordres de la police à contre-cœur. Je ne leur fais pas confiance. Une partie est emmenée dans des centres d'accueil, mais d'autres tentent de s'enfuir à pied, rapidement rattrapés par les forces de l'ordre. À la gare de Flensburg, côté allemand, plus aucun train ne circule en direction du Danemark. Les migrants sont bloqués. Je suis syrien, je veux aller en Finlande. Ici en Allemagne, il y a trop de gens, trop de Syriens. Les autorités danoises ont suspendu la ligne ferroviaire entre Hambourg et Copenhague. Raison invoquée, renforcer les contrôles à la frontière et empêcher les migrants de gagner la Suède sans se faire enregistrer au Danemark. Pour le Premier ministre, le pays n'a pas le choix. Je ne souhaite pas voir les mêmes scènes ici qu'à la gare de Budapest en Hongrie. Mais il est clair que nous sommes sous pression actuellement. Le pays a durci ces derniers jours sa politique face aux migrants avec un certain nombre de mesures. La fin du rapprochement familial, la réduction de 50% des allocations familiales accordées aux nouveaux arrivants. Pour rester au Danemark, les réfugiés devront par ailleurs parler le danois. Mardi, les autorités ont renvoyé un groupe de migrants. Le lendemain, une autoroute entre l'Allemagne et le Danemark a par ailleurs été partiellement fermée pour assurer la sécurité de ces migrants tentant leur chance de gagner la Suède à pied. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Le typhon Eto balaie le Japon. Des milliers de personnes ont été évacuées. Retour sur le plateau de l'info. À 81 jours du coup d'envoi de la grande conférence climatique, François Hollande veut montrer la détermination de la France à aboutir à un accord susceptible d'éviter le pire. Mais pour les 195 pays signataires, il reste encore de nombreux consensus à trouver. Naïnaïem. Nous sommes tous menacés. Le clip officiel de la COP21 projeté à l'ouverture d'une réunion mobilisatrice sur le climat à l'Elysée. Et pour l'occasion, le palais présidentiel déroule le tapis vert. Avant la conférence prévue à Paris le 30 novembre prochain, les ministres français se relaient tour à tour et ils réitèrent l'urgence d'un accord. Cette négociation-là ne ressemble pas aux autres. Dans d'autres cas, au fond, si on échoue, on peut dire on va recommencer l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais là, c'est pas du tout le cas. Plus tard, ce sera trop tard. Et donc c'est cette fois-ci, à Paris, qu'il faut un accord parce que c'est vital. L'objectif de la COP21 est connu, maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés en trouvant un accord juridiquement contraignant. Chaque pays devra s'engager à réduire les émissions de CO2 en avançant une contribution chiffrée. Certains l'ont déjà fait. De grands pays, généralement les plus émetteurs,
les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, à eux trois qui constituent 50% des émissions de gaz à effet de serre, ces grandes puissances ont présenté des feuilles de route volontaristes. Mais un tiers des 195 États n'ont pas encore rendu leur copie, car en réalité c'est bien la question du financement qui est au centre des débats. Un certain nombre de pays en développement ne veut pas s'engager sans l'assurance d'un soutien financier. Dès 2009, les pays riches se sont pourtant engagés à fournir 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 aux pays en voie de développement. Mais cette promesse n'est toujours pas formalisée. Et les éléments se déchaînent. Exemple au Japon, le typhon Eto a fait déborder des cours d'eau et provoqué des glissements de terrain. Plus de 100 000 personnes ont été évacuées. Plusieurs d'entre elles sont portées disparues. Des dizaines d'autres ont été blessées. Vanessa Abba. Cet homme s'est réfugié sur son toit, prisonnier des eaux. Dans cette zone, des hélicoptères ont été envoyés pour secourir les populations. Plusieurs personnes sont portées disparues. Sur son passage, la tempête tropicale Eto a tout balayé. La ville de Joso, à 60 km au nord de Tokyo, a été envahie par les eaux de la rivière Kinugawa. De gigantesques vagues boueuses ont détruit les habitations alentours. Autre scène de déluge à Oyama. Ici aussi, une rivière a débordé. Cela fait maintenant 10 ans que j'habite Oyama et c'est la première fois que la rivière Omoegawa déborde autant. Je suis vraiment bouleversée, car c'est la première fois. Plus de 100 000 personnes ont déjà été évacuées. Les autorités sont en état d'alerte. Tous les moyens sont mis en œuvre pour secourir les populations. Il y a des zones qui ne sont accessibles qu'en bateau, où le niveau de l'eau dépasse les 2 mètres. 48 heures de pluie sans interruption dans certaines zones, c'est plus du double de ce qui tombe normalement au mois de septembre. Le Premier ministre japonais est inquiet. Nous craignons que cette région ne soit frappée par des pluies sans précédent. Tout le gouvernement travaille pour assurer avant tout la sécurité des populations et pour prévenir toute nouvelle catastrophe. Autre conséquence, l'eau contaminée par la radioactivité à proximité de la centrale de Fukushima se serait déversée dans l'océan, selon un porte-parole de la compagnie TEPCO. Les ossements de 15 hominidés d'une ancienne espèce appartenant au genre humain ont été exhumés dans une grotte à Maropeng, près de Johannesburg, en Afrique du Sud. Il s'agit d'une nouvelle espèce du genre humain, selon les chercheurs, qui l'ont baptisée Homo naledi. Il s'agit d'une découverte majeure dans la quête des origines de l'humanité, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Un lointain cousin, jusque-là inconnu. Une espèce ancienne d'hominidés qui vivait en Afrique du Sud à une époque qui n'a pas encore été précisée. Son crâne est allongé, ses mains sont solides avec des pouces démesurés, ses pieds ressemblent de façon troublante aux nôtres. Il était petit, mais sûrement agile et intrépide pour pénétrer dans cette grotte difficile d'accès où 15 squelettes ont été découverts. Au total, 1500 ossements parfaitement intacts. Pourquoi uniquement des hominidés? Pourquoi rien d'autre? Clairement, on n'apportait pas les animaux domestiques dans la cavité. La préservation des ossements est extraordinaire. Il n'y a pas de traces de violence, de combat. Ces créatures ne se sont pas entre-dévorées. Il n'y a pas de traces de morsures qui auraient été infligées par des carnivores. Alors les scientifiques imaginent qu'on les a placés là volontairement, que c'est une sorte de sépulture. Cet hominidé disparu était peut-être doué de conscience. Il devrait nous en apprendre davantage sur notre arbre généalogique. À la fin de ce journal, le rappel des titres. Le gouvernement libanais approuve un plan pour mettre fin à la crise des déchets qui a provoqué d'importantes manifestations aux accents politiques durant plus d'un mois. Le juge d'instruction de Beyrouth requiert la peine de mort contre Tarek Katim, le meurtrier de Georges Rif, poignardé en juillet dernier dans la région de Gemaizeh. 25 cas d'asphyxie enregistrés ce jeudi au Liban Sud, conséquence de la tempête de sable qui frappe le pays depuis lundi. Une tempête qui a déjà fait plus de 5 morts. Et la découverte d'un nouveau genre humain en Afrique du Sud, de l'Homo naledi. Il s'agirait de nos lointains cousins.
Une découverte majeure dans la quête des origines de l'humanité telle que nous la connaissons. Merci de votre attention, très bonne suite de programme sur notre antenne et à très bientôt. القصة هي قصة المحيط السياسية